Imaginez la scène. Vous êtes un officier prussien. Le 14 octobre 1806. Vous faites partie de la plus grande armée que la Prusse ait jamais rassemblée. 63 000 hommes. Les meilleurs régiments d'Europe, l'héritage de Frédéric le Grand coule dans vos veines. Vous regardez votre armée s'étendre à perte de vue. Une mer d'uniformes bleus. Des drapeaux qui claquent au vent. La fierté de 7 générations de traditions militaires. Vous avancez vers un petit village du nom d'Auerstedt. Vos éclaireurs vous ont dit qu'il n'y avait là qu'un petit corps français. Peu, être 20 000 hommes. Peu, être moins. Vous souriez. C'est un ratio de 3 contre 1 en votre faveur. La victoire est garantie. Puis le brouillard se lève. Et ce que vous voyez défie toute logique militaire. Face à vous se tient un homme que vous ne connaissez pas encore. Un maréchal français, du nom de Louis-Nicolas Davout. Il n'a que 26 000 soldats. Mais dans les 8 heures qui vont suivre, cet homme va accomplir l'impossible. Il va détruire votre armée. Il va tuer votre roi à coups de boulet. Il va briser la réputation militaire de la Prusse. Et il va graver son nom dans l'histoire comme l'un des plus grands tacticiens que le monde ait jamais connu. Ce n'est pas une bataille, c'est un massacre. Et vous êtes du mauvais côté. Pour comprendre pourquoi ce qui va se passer à Auerstedt est si incroyable, vous devez comprendre qui sont ces deux armées. Vous devez comprendre pourquoi tout le monde en Europe était convaincu que les Prussiens allaient gagner. La Prusse n'était pas une nation ordinaire, c'était une machine militaire avec un pays attaché dessus. Depuis Frédéric le Grand, mort 20 ans plus tôt, l'armée prussienne était considérée comme la plus disciplinée, la plus entraînée, la plus professionnelle d'Europe. Leurs exercices de manœuvre étaient légendaires. Leurs soldats pouvaient tirer 4 coups par minute quand les autres armées en tiraient 3. Leurs officiers étudiaient dans les meilleures académies militaires du continent. Ils avaient écrasé les Autrichiens, ils avaient humilié les Saxons. Ils n'avaient jamais perdu une grande bataille depuis des décennies. Mais il y avait un problème que personne ne voulait voir. L'armée prussienne vivait dans le passé. Elle utilisait les mêmes tactiques qu'en 1750. Elle défilait encore comme du temps de Frédéric le Grand. Elle pensait que la guerre était une question de précision mécanique et de formation parfaite. Pendant ce temps, en France, tout avait changé. La Révolution française n'avait pas seulement décapité des nobles. Elle avait décapité l'ancienne façon de faire la guerre. L'armée française n'était plus une collection de mercenaires qui se battaient parce qu'on les payait. C'était une nation en armes, des citoyens qui se battaient parce qu'ils croyaient en quelque chose. La Révolution avait donné naissance à un nouveau type de soldat. Un homme qui n'attendait pas les ordres pour prendre une initiative. Un homme qui pouvait se battre en ordre dispersé, pas seulement en ligne rigide. Un homme qui marchait plus vite, tirait plus intelligemment, et n'avait pas peur de mourir pour la République. Et puis était arrivé Napoléon. Le petit Corse avait pris cette armée révolutionnaire et l'avait transformée en la Grande Armée. Il avait inventé le système des corps d'armée. Chaque corps était une mini-armée autonome, avec son infanterie, sa cavalerie, son artillerie. Il pouvait se déplacer séparément et se concentrer rapidement sur le champ de bataille. C'était une révolution militaire. Les Prussiens ne l'avaient pas compris. Ils pensaient que les Français étaient juste des révolutionnaires chanceux qui avaient gagné quelques batailles contre des adversaires incompétents. Ils s'apprêtaient à recevoir la leçon la plus brutale de leur histoire. En octobre 1806, la Prusse avait déclaré la guerre à la France. C'était une décision catastrophique motivée par l'arrogance et la panique. La reine Louise de Prusse, une femme magnifique mais dangereusement belliqueuse, poussait son mari le roi Frédéric Guillaume à l'action. Elle voulait écraser ce Corse parvenu qui osait se proclamer empereur. Les généraux prussiens partageaient sa confiance. Ils regardaient leur régiment impeccable et voyaient la victoire garantie. Napoléon, campé en Allemagne du Sud avec la Grande Armée, avait reçu la nouvelle avec un mélange d'amusement et de détermination froide. Il avait décidé de détruire la Prusse, avant même qu'elle ne comprenne ce qui lui arrivait. Son plan était d'une audace terrifiante. Il allait faire ce qu'aucune armée européenne n'avait jamais fait. Il allait déplacer 200 000 hommes à travers les montagnes de Thuringe, en ordre dispersé, puis les concentrer sur les arrières de l'armée prussienne. Il allait couper leurs lignes de communication avec Berlin. Il allait les forcer à se battre dos au mur. C'était un coup de billard à 3 bandes jouées avec des êtres humains. Le plan de Napoléon reposait sur ses maréchaux. Ces hommes étaient les instruments de son génie. Ils commandaient les corps d'armée qui formaient la Grande Armée.
Chacun était un général compétent capable d'opérations indépendantes. Mais parmi tous ces maréchaux, il y en avait un qui se détachait. Un homme que Napoléon appelait le maréchal de fer, Louis-Nicolas Davout. Si vous cherchez l'opposé parfait de l'image romantique du soldat français, vous trouvez Davout. Pas de panache, pas de discours enflammés, pas de gestes théâtraux, juste une compétence froide et implacable. Davout avait 36 ans en 1806. Il était chauve, portait des lunettes et ressemblait plus à un comptable qu'à un guerrier. Mais derrière ses lunettes brillaient les yeux du meilleur tacticien de France, après Napoléon lui-même. Davout était un noble qui avait survécu à la Révolution en prouvant sa valeur sur le champ de bataille. Il avait gravi tous les échelons grâce à son talent pur. Il ne buvait pas, il ne jouait pas, il ne fréquentait pas les salons parisiens. Il étudiait la guerre comme d'autres étudiaient la théologie. Il connaissait chaque régiment de son corps d'armée par cœur. Il savait combien de cartouches chaque soldat portait. Il savait quelle division pouvait marcher le plus vite et laquelle tirait le mieux sous pression. Il était obsédé par les détails. Et les détails allaient sauver la France. Le 3e corps de Davout était composé de 26 000 hommes. 3 divisions d'infanterie, une division de cavalerie légère, 44 canons. Sur le papier, c'était une force respectable mais pas exceptionnelle. Ce qui la rendait mortelle, c'était son entraînement. Davout était un commandant impitoyable. Il exigeait la perfection. Ses soldats le détestaient pendant les exercices, mais l'adoraient pendant les combats. Ils savaient qu'avec Davout aux commandes, ils avaient les meilleures chances de survivre et de gagner. Il les entraînait à manœuvrer par division, par brigade, par bataillon. Il les faisait tirer jusqu'à ce que le chargement du fusil devienne un réflexe musculaire. Il les faisait marcher jusqu'à ce que leurs pieds saignent. Et quand la bataille arrivait, il bougeait comme une seule machine mortelle. Chaque soldat du 3e corps savait exactement ce qu'on attendait de lui. Le tambour battait un rythme particulier. Le soldat exécutait la manœuvre correspondante. Pas de confusion, pas d'hésitation. Juste une exécution mécanique et mortelle. Les 3 divisions d'infanterie de Davout avaient chacune leur personnalité. La division Guding était l'élite. Le général Guding était un vétéran des campagnes d'Égypte et d'Autriche. Ces hommes avaient combattu sous le soleil du désert et dans la neige des Alpes. Ils avaient vu tout ce que la guerre pouvait offrir. Rien ne les effrayait. Le 25e régiment de ligne, le 4, 25e, le 12e. Ces unités avaient gagné leurs aigles impériales dans le sang. Elles les défendraient jusqu'à la mort. La division Friant était commandée par Louis Friant, un géant aux épaules larges et à la voix de stentor. Friant était le type d'officier qui marchait au premier rang avec ses hommes. Il ne demandait jamais à ses soldats de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Ses régiments, le 33e, le 48e, le 111e, étaient connus pour leur ténacité. Quand Friant donnait l'ordre de tenir une position, ses hommes mouraient plutôt que de reculer. La division Morand était peu, être la plus agressive des 3. Le général Morand croyait que l'attaque était toujours la meilleure option. Ses régiments avaient l'habitude de charger à la baïonnette au premier signe de faiblesse ennemie. Le 13e régiment léger, le 17e, le 30e. Ces unités ne connaissaient qu'une direction, vers l'avant. Le 13 octobre 1806, la veille de la bataille, Davout reçut ses ordres de Napoléon. L'empereur avait localisé l'armée prussienne principale près d'Iéna, à environ 20 km au sud-ouest d'Auerstedt. Napoléon comptait livrer bataille à Iéna avec la majorité de la Grande Armée. Les ordres de Davout étaient simples. Marcher vers le nord à travers le village de Kösen, traverser la rivière Saale, puis tourner vers l'ouest pour tomber sur le flanc des Prussiens pendant qu'ils combattaient Napoléon à Iéna. C'était un mouvement de tenaille classique. Le problème, c'est que les renseignements de Napoléon étaient faux. L'armée prussienne n'était pas concentrée à Iéna. Elle était divisée en 2. Le prince de Hohenlohe commandait un corps de 38 000 hommes à Iéna, mais l'armée principale, 63 000 hommes sous les ordres du duc de Brunswick en personne, se trouvait à Auerstedt, exactement là où Davout allait marcher. Napoléon ne le savait pas. Davout ne le savait pas. Les Prussiens ne savaient même pas que les Français arrivaient. Le hasard venait de créer les conditions du plus grand combat à 1 contre 3 de l'histoire militaire. La nuit du 13 au 14 octobre fut longue et froide. Le 3e corps de Davout se mit en marche à 2 heures du matin. 26 000 hommes avançant dans l'obscurité totale sur des routes boueuses. Ils ne savaient pas où ils allaient.
Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils faisaient confiance à leur maréchal. La division Guding ouvrait la marche. C'était l'unité d'élite de Davout, composée de vétérans endurcis. Derrière eux venait la division Friant, des troupes solides et fiables. La division Morand fermait la colonne. Entre eux, l'artillerie et les bagages. La cavalerie légère du général Vialan éclairait la route. Les chasseurs à cheval français avançaient dans le noir, leurs sabres attachés pour ne pas faire de bruit. Ils cherchaient l'ennemi. Ils cherchaient des informations. Ils cherchaient le moindre signe de danger. À 4 heures du matin, alors que le ciel commençait à peine à pâlir, les éclaireurs de Vialan envoyèrent un message urgent. Contact avec l'ennemi. Cavalerie prussienne en force. Davout ne paniqua pas. Il ordonna à Gudin d'accélérer le pas et de se déployer dès qu'il atteindrait le village de Hassenhausen. Les tambours battirent. Les régiments quittèrent la colonne de marche pour former la ligne de bataille. C'était le moment que Davout avait répété 100 fois à l'entraînement. Ses hommes exécutèrent la manœuvre dans le noir, comme s'ils pouvaient voir en plein jour, à 5 heures du matin. Le brouillard était si épais qu'on ne voyait pas à 20 mètres. C'était un brouillard d'automne allemand, froid et humide, qui s'accrochait au sol comme une couverture grise. Les Français se déployèrent en ligne au nord de Hassenhausen. Ils ne voyaient rien. Ils entendaient seulement le bruit sourd de milliers de bottes marchant dans leur direction. Puis le contact. La cavalerie prussienne émergea du brouillard comme des fantômes. Les hussards et les dragons prussiens chargèrent la tête de colonne française. C'était un choc violent et chaotique. Les sabres étincelaient dans la brume. Les chevaux hennissaient. Les hommes criaient. Mais la cavalerie de Vialan tint bon. Ils repoussèrent les Prussiens juste assez longtemps pour que l'infanterie de Gudin se forme en carré. Un carré d'infanterie était la formation défensive ultime contre la cavalerie. 4 côtés hérissés de baïonnettes. Impossible à briser par une charge de cavalerie. Les hussards prussiens tournèrent autour des carrés français comme des requins autour d'une cage. Ils cherchaient une ouverture. Ils n'en trouvèrent aucune. Les volées de mousqueterie les repoussèrent dans le brouillard. C'est à ce moment que Davout comprit que quelque chose n'allait pas. Cette cavalerie prussienne était trop nombreuse, trop agressive. Ce n'était pas une simple avant-garde, c'était l'écran de protection d'une armée entière. Il envoya immédiatement un message à Napoléon. « Je suis engagé avec des forces ennemies importantes à Auerstedt. Demande des renforts. » Le message ne parvint jamais à temps. Napoléon, à 20 kilomètres de là, était déjà engagé dans sa propre bataille à Iéna. Il pensait combattre l'armée principale prussienne. En réalité, il combattait le corps secondaire. L'armée principale était en train de tomber sur Davout. Davout était seul, 26 000 Français contre 63 000 Prussiens. Aucun renfort à espérer, aucune ligne de retraite sûre, aucune excuse pour perdre. Tout ce qu'il avait, c'était son entraînement, son expérience et la qualité de ses troupes. Ça allait devoir suffire. À 6 heures du matin, le brouillard commença lentement à se dissiper. Ce que Davout vit alors aurait glacé le sang de n'importe quel commandant. Des colonnes prussiennes s'étendant à perte de vue. Des régiments en uniforme bleu impeccable. Des batteries d'artillerie. Des escadrons de cavalerie lourde. C'était l'armée de Frédéric Guillaume en personne. Le roi de Prusse était là. Le duc de Brunswick, le commandant en chef, était là. Le prince de Orange était là. Toute l'aristocratie militaire prussienne marchait sur lui. Les officiers de Davout le regardèrent avec angoisse. Certains suggérèrent une retraite immédiate. Davout refusa catégoriquement. Il savait que si son corps se repliait, il exposerait le flanc droit de Napoléon à Iéna. L'empereur pourrait être pris entre deux feux. La bataille pourrait être perdue. La guerre pourrait être perdue. La France pourrait être envahie. Non. Davout allait tenir. Même si ça le tuait. Même si ça tuait chaque homme de son corps. Il allait tenir. Le plan de Davout était d'une simplicité brutale. Il ne pouvait pas attaquer. Il était trop inférieur en nombre. Il ne pouvait pas se replier. Ça aurait été un désastre stratégique. Il allait donc défendre. Il allait transformer Hassenhausen en forteresse. Il allait utiliser chaque maison, chaque mur, chaque haie comme point d'appui. Il allait faire payer aux Prussiens chaque mètre de terrain en sang. Et il allait prier pour que ses divisions, Friant et Morand, arrivent à temps pour renforcer la ligne. La division Gudin
environ 8000 hommes, étaient déjà en position. Davout les disposa en fer à cheval autour du village. Le 25e régiment de ligne tenait le centre. Le 85e et le 12e régiment occupaient les flancs. L'artillerie, 12 canons sous les ordres du chef de bataillon Hannick, était positionnée sur la petite colline derrière Hassenhausen. Chaque canon était chargé avec de la mitraille, des centaines de balles de plomb qui transformaient le canon en un fusil de chasse géant. À bout portant, la mitraille pouvait faucher une colonne entière. Le duc de Brunswick, du côté prussien, regardait le déploiement français avec un mélange de confusion et de mépris. Il ne comprenait pas ce qu'un seul corps français faisait là. Il pensait que c'était peu, être une avant-garde qui n'avait pas reçu l'ordre de retraite. Il décida de l'écraser rapidement avant de continuer sa marche. Il commit alors la première erreur fatale. Au lieu d'envoyer toute son armée en une seule vague écrasante, il décida d'attaquer méthodiquement, formation par formation. C'était la doctrine prussienne classique. Des attaques contrôlées, en ligne parfaite, précises, élégantes, complètement obsolètes. Les Prussiens allaient apprendre que la guerre avait changé. Brunswick était un général de la vieille école. Il avait combattu pendant la guerre de Septance aux côtés de Frédéric le Grand lui-même. Il avait vu les victoires prussiennes de Rossbach et de Leuthen. Il croyait que les méthodes qui avaient fonctionné il y a 50 ans fonctionneraient encore. Il avait tort, mortellement tort. À 7 heures du matin, les premiers régiments prussiens avancèrent. Le régiment d'Orange mena la charge. 3000 hommes, en ligne parfaite, tambour battant, drapeaux déployés. C'était magnifique à voir. Une œuvre d'art militaire, puis ils entrèrent à portée de tir français. Les soldats français tenaient leur position derrière les murs et les haies. Ils attendaient. Davout avait donné des ordres stricts. Personne ne tire avant 200 mètres. Laissez-les s'approcher. Les Prussiens marchaient au pas cadencé. 150 mètres. 100 mètres. Les Français pouvaient voir les visages de leurs ennemis maintenant. 75 mètres. Le capitaine du 25e régiment leva son épée. On joue. 3000 fusils se levèrent. Feu! La volée frappa les Prussiens comme un mur de plomb. À cette distance, les balles ne pouvaient pas manquer. Des hommes tombèrent par dizaines. Les rangs prussiens vacillèrent. Mais ils ne se brisèrent pas. C'était ça, la discipline prussienne. Ils comblèrent les vides et continuèrent d'avancer. 50 mètres. Feu! Une deuxième volée. Encore plus meurtrière. Les officiers prussiens tombaient. Les porte-drapeaux s'effondraient. Mais ils avançaient toujours. 30 mètres. Feu. Une troisième volée à bout portant. Cette fois, la ligne prussienne se désintégra. Les survivants se replièrent en désordre, laissant le sol jonché de morts et de blessés. Le régiment d'Orange avait perdu la moitié de ses effectifs en 5 minutes. La défense française avait tenu, mais ce n'était que le début. Brunswick, observant le carnage depuis son poste de commandement, fronça les sourcils. Ces Français tiraient beaucoup plus vite et beaucoup plus précisément que prévu. Mais il avait 63 000 hommes. Il pouvait absorber les pertes. Il ordonna une deuxième vague d'attaque, cette fois avec 6 régiments, 12 000 hommes. Les tambours prussiens battirent à nouveau. Les colonnes se formèrent. L'attaque reprit. Mais cette fois, l'artillerie française était prête. Les 12 canons de Hannick ouvrirent le feu. Le bruit était assourdissant. Chaque coup de canon envoyait une pluie de balles de plomb dans les rangs prussiens. À 300 mètres, la mitraille était dévastatrice. Elle ouvrait des couloirs de mort à travers les formations. Les Prussiens avançaient dans un ouragan de fer. Leurs rangs se disloquaient avant même d'atteindre la ligne française. Ceux qui parvenaient à portée de mousquets se heurtaient au même mur de feu qu'auparavant. Les Français tiraient 3 fois par minute. Certains vétérans atteignaient 4 coups. Les Prussiens ne pouvaient pas maintenir une telle cadence sous le stress du combat. La bataille se transforma en abattoir. Charge après charge, les Prussiens se jetaient contre les positions françaises. Charge après charge, ils étaient repoussés avec des pertes effroyables. Mais ils ne s'arrêtaient pas. La fierté prussienne ne permettait pas la retraite. Brunswick engageait de plus en plus de troupes. Il faisait ce que Davout avait prédit. Il jetait ses forces par morceaux au lieu de les concentrer. C'était la deuxième erreur prussienne. En tactique militaire, c'est ce qu'on appelle l'engagement séquentiel. Au lieu de créer une masse écrasante en un seul point, on nourrit la bataille unité par unité. Chaque unité arrive épuisée, se bat jusqu'à l'épuisement, puis est remplacée.
C'est exactement ce que les Français voulaient. Ça permettait à Davout de combattre une armée de 60, 3000 hommes, comme si c'était plusieurs petites batailles, de 10 000 contre 8 000. Les Prussiens gaspillaient leur avantage numérique. À 9 heures du matin, la situation de Davout était devenue critique. La division Gouda avait repoussé 5 assauts majeurs, mais elle saignait. Les régiments avaient perdu un tiers de leurs effectifs. Les munitions commençaient à manquer. Les hommes rechargeaient leurs fusils avec les cartouches des morts. Les canons tiraient leurs derniers obus. Si les Prussiens lançaient une 6e attaque maintenant, la ligne française pourrait céder. Et c'est exactement ce que Brunswick préparait. Il rassemblait ses réserves pour un assaut massif qui allait écraser les Français une fois pour toutes. Puis arriva le miracle que Davout attendait. À travers le brouillard qui se dissipait, sur la route de Kösen, apparut la division Friant. 10 000 hommes frais, 10 000 fusils, 20 canons. Friant avait forcé la marche toute la nuit. Ses hommes étaient épuisés, mais opérationnels. Davout les déploya immédiatement sur le flanc gauche français, près du village de Spielberg. La ligne française doubla instantanément de longueur. Les Prussiens, qui pensaient avoir isolé un petit corps français, se retrouvaient face à une défense qui s'étendait maintenant sur 3 kilomètres. La division Friant était commandée par l'un des meilleurs généraux de division de France. Louis Friant était un géant, un homme physiquement imposant, avec une voix qui portait sur 1 kilomètre. Il avait combattu en Égypte avec Napoléon et avait gagné sa réputation en tenant une position impossible à Saint-Jean-d'Acre. Quand Friant arriva sur le champ de bataille d'Auerstedt, il évalua la situation en quelques secondes. Gudin était en train de se faire pilonner. Les Prussiens préparaient un nouvel assaut. Il n'y avait pas de temps pour des manœuvres élégantes. Friant ordonna à ses régiments de se déployer directement depuis la colonne de marche. Les bataillons passèrent de 4 hommes de front à 200 en quelques minutes. C'était le genre de manœuvre que seuls des soldats très bien entraînés pouvaient exécuter sous le feu. Les régiments de Friant étaient très bien entraînés. Le 33e régiment de ligne, le 48e, le 111e, tous des unités qui avaient combattu à Ulm et à Austerlitz. Ils prirent position et attendirent. Brunswick lança son grand assaut à 10 heures du matin. 20 000 Prussians avancèrent simultanément. C'était la plus grande attaque de la journée. Le ciel s'obscurcit avec la fumée de centaines de canons prussiens pilonnant les positions françaises. Les obus explosaient dans les rangs français. Des hommes étaient déchiquetés. Des canons étaient renversés. Mais la ligne tenait. Les Prussiens arrivèrent à portée de tir. Cette fois, ils faisaient face non seulement à Gudin, mais aussi à Friant. La puissance de feu française avait doublé. Les volées de mousqueterie créèrent un mur de feu continu. Les Prussiens avançaient dans un enfer. Chaque pas leur coûtait des dizaines d'hommes. Mais ils continuaient. Leur courage était suicidaire. Ils atteignirent les positions françaises. Le combat devint une mêlée brutale à la baïonnette. Les Français et les Prussiens s'entretuaient à bout portant. On se battait dans les rues de Hassenhausen, maison par maison, pièce par pièce. Les baïonnettes s'entrechoquaient. Les crosses de fusil fracassaient les crânes. C'était un carnage primitif et sanglant. Dans une maison particulière au centre de Hassenhausen, le combat atteignit un niveau d'intensité incroyable. Une compagnie du 25e régiment français tenait le rez-de-chaussée. Les Prussiens attaquaient depuis la rue. Ils défoncèrent la porte à coups de crosse. Les Français reculèrent à l'étage. Les Prussiens montèrent les escaliers. Les Français les repoussèrent avec des baïonnettes et des meubles jetés du haut des marches. Pendant 20 minutes, cette maison devint un microcosme de toute la bataille. Les Prussiens avaient le nombre. Les Français avaient la position. Ni l'un ni l'autre ne voulait céder. Finalement, un sergent français eut une idée. Il mit le feu à la maison. Les Prussiens, craignant d'être brûlés vifs, se retirèrent. Les Français sautèrent par les fenêtres et rejoignirent leur ligne. La maison brûla jusqu'aux fondations, mais les Français avaient gagné ces 20 précieuses minutes. C'était ce genre de ténacité insensée qui définissait cette bataille. Personne ne cédait, personne ne reculait. C'était une guerre d'usure où chaque seconde comptait. Au milieu de ce chaos, le duc de Brunswick commit une erreur fatale. Il décida de diriger personnellement une charge de cavalerie pour briser le centre français. C'était un geste de bravoure aristocratique. C'était aussi une stupidité suicidaire. Brunswick mena ses cuirassiers directement contre les carrés d'infanterie de Gudin. Les cavaliers lourds prussiens, montés sur des chevaux massifs et portant des armures de cuirasse,
était une force redoutable sur un champ de bataille ouvert. Mais contre des carrés d'infanterie disciplinés, ils étaient juste des cibles. Les carrés français ne bougèrent pas d'un pouce. Quand la cavalerie prussienne arriva à 50 mètres, 4 côtés du carré tirèrent simultanément. Des centaines de chevaux et de cavaliers s'effondrèrent. Ceux qui continuèrent leur charge se heurtèrent à un mur de baïonnettes. Les chevaux refusaient d'entrer dans la forêt de fer. Ils se cabraient. Ils tournaient en cercle. Les cavaliers étaient des cibles immobiles pour les fantassins français. Puis vint le coup de feu qui changea la bataille. Une balle française, personne ne saura jamais de quel régiment, frappa le duc de Brunswick au visage. Elle lui arracha les 2 yeux. Le commandant en chef prussien tomba de son cheval, aveugle et agonisant. Ses aides de camp se précipitèrent pour le secourir. Ils le portèrent hors du champ de bataille. Brunswick allait agoniser pendant des semaines avant de mourir finalement de ses blessures. Mais pour la bataille de Worstead, il était déjà mort. Son armée venait de perdre son cerveau. La mort de Brunswick créa un vide de commandement catastrophique. Le roi Frédéric Guillaume, qui était présent sur le champ de bataille, n'était pas un commandant militaire. C'était un monarque qui regardait ses généraux se faire tuer un par un. Le général Schmettau prit temporairement le commandement, mais il ne connaissait pas le plan de Brunswick. Il ne savait pas où étaient toutes les unités. Il ne savait même pas combien de Français il combattait. Le chaos organisationnel qui suivit fut pire que n'importe quelle défaite tactique. Des ordres contradictoires furent envoyés. Certains régiments reçurent l'ordre d'attaquer, pendant que d'autres recevaient l'ordre de se replier. Des unités se retrouvèrent isolées. D'autres marchèrent dans des tirs amis. L'armée prussienne, cette machine, si fière de sa précision, commençait à se désintégrer de l'intérieur. Davout vit l'hésitation dans les mouvements ennemis. Il reconnut les signes d'une armée en train de perdre sa cohésion. C'était le moment qu'il attendait, le moment de passer de la défense à l'attaque. À 11 heures du matin, la division Morand arriva enfin. C'était la dernière des 3 divisions d'infanterie de Davout. 8000 hommes frais qui n'avaient pas encore tiré un seul coup de feu. Morand était un général agressif, un homme qui croyait que l'attaque était la meilleure défense. Quand il vit la situation sur le champ de bataille, il comprit immédiatement ce que Davout voulait. Morand déploya sa division sur le flanc droit français. Maintenant, Davout avait ses 26 000 hommes sur le terrain. Ces 3 divisions formaient une ligne continue. Il n'était plus en infériorité numérique 3 contre 1. Il combattait maintenant à 1 contre 2. C'était toujours mauvais, mais c'était gérable. Et surtout, les Prussiens avaient perdu leur avantage psychologique. Ils avaient jeté 40 000 hommes contre les Français pendant 5 heures. Ils n'avaient rien gagné. Ils commençaient à se demander s'ils pouvaient vraiment gagner. Le doute est le poison de toute armée. Davout donna l'ordre général d'avancer. C'était un moment historique. Une armée qui avait défendu pendant 5 heures, contre un ennemi 3 fois supérieur en nombre, allait maintenant attaquer. Les tambours français battirent la charge. Les 3 divisions se mirent en mouvement simultanément. Ce n'était pas une charge désordonnée. C'était une avancée méthodique, contrôlée, irrésistible. Chaque division avançait en échelon, se soutenant mutuellement. L'artillerie française avançait avec l'infanterie, s'arrêtant pour tirer, puis se remettant en mouvement. Les Prussiens, épuisés par 5 heures d'attaque infructueuse, virent cette masse bleue avancer vers eux, et quelque chose se brisa. Les régiments prussiens, qui avaient bravement chargé toute la matinée, se mirent à reculer. Au début, c'était un repli organisé, puis ça devint une retraite, puis une déroute. La panique est contagieuse dans une armée. Quand les premiers régiments commencèrent à fuir, d'autres suivirent. Bientôt, toute l'aile gauche prussienne était en train de se désintégrer. Le général Schmettau essaya désespérément de stabiliser la situation. Il rallia les régiments de la garde prussienne, l'élite de l'armée. Ces hommes n'avaient jamais reculé dans leur histoire. Ils formèrent une ligne défensive pour couvrir la retraite du reste de l'armée. Les grenadiers de la garde prussienne étaient de grands hommes sélectionnés pour leur taille et leur courage. Ils portaient des bonnets d'ours qui les faisaient paraître encore plus grands. Ils étaient censés être invincibles. Ils se heurtèrent à la division Friant. Ce qui suivit fut l'un des combats d'infanterie les plus brutaux de l'ère napoléonienne. Les Français et les Prussiens tirèrent l'un sur l'autre à moins de 50 mètres. La fumée était si épaisse qu'on ne voyait plus le ciel. Les hommes chargeaient leurs fusils mécaniquement, sans penser, juste par réflexe musculaire. Tire, recharge, tire, recharge. Les morts s'empilaient. Le sol était glissant de sang. Le 33e régiment français perdit la moitié de ses effectifs en 20 minutes.
mais les Prussiens perdaient plus vite. Le feu français était simplement plus rapide et plus précis. Entraînement contre tradition. L'entraînement gagna. Le combat entre la garde prussienne et la division Friant devint légendaire dans les deux armées. Les grenadiers prussiens, ces géants au bonnet d'ours, refusaient de plier. Ils avançaient méthodiquement, leur rang se reformant après chaque volée française. C'était l'incarnation de la discipline prussienne classique. Mais la discipline seule ne peut pas arrêter le plomb. Les Français tiraient avec une précision mortelle. Chaque volée créait des trous béants dans les rangs prussiens, et contrairement aux Prussiens, les Français utilisaient le terrain. Ils se postaient derrière des haies, des murs, des accidents de terrain. Les Prussiens, fidèles à leur doctrine, restaient en formation ouverte, des cibles parfaites. À midi moins le quart, le colonel du 1er régiment de la garde prussienne fut tué, puis son remplaçant, puis le suivant. Quand une unité perd 3 commandants en 15 minutes, le moral s'effondre. Les grenadiers prussiens, pour la première fois de leur histoire, se replièrent. Ce n'était pas une fuite. C'était un retrait ordonné. Mais c'était un retrait. L'invincible garde prussienne avait reculé devant des révolutionnaires français. Le monde avait changé. À midi, la garde prussienne se replia. Quand l'élite recule, l'armée s'effondre. Ce qui restait de l'armée prussienne se transforma en une foule paniquée fuyant vers le nord. Les cavaliers abandonnaient leurs chevaux. Les officiers jetaient leurs épées. Les régiments qui avaient marché en formation parfaite, le matin, couraient maintenant dans toutes les directions. C'était une déroute totale. Davout ordonna à sa cavalerie légère de poursuivre. Les chasseurs à cheval français se lancèrent après les fuyards. Ils sabrent les retardataires. Ils capturèrent des dizaines de canons abandonnés. Ils firent des milliers de prisonniers. La cavalerie prussienne, qui aurait dû couvrir la retraite, avait été décimée pendant les charges suicidaires du matin. Elle ne pouvait plus protéger son infanterie. Les Prussiens fuyaient maintenant, à travers la campagne, comme des cerfs chassés par des loups. Le roi Frédéric Guillaume lui-même faillit être capturé. Il ne s'échappa que parce que ses gardes du corps sacrifièrent leur vie pour lui donner le temps de fuir. La poursuite fut impitoyable. Les chasseurs français galopaient à travers les champs, rattrapant les colonnes prussiennes désorganisées. Quand ils rencontraient une résistance, ils la contournaient et continuaient. Leur objectif n'était pas de se battre, mais de capturer. Les Prussiens, épuisés et démoralisés, se rendaient par centaines. Des régiments entiers posaient les armes. Des généraux prussiens devenaient prisonniers de simples lieutenants français. C'était une humiliation totale. La cavalerie de Vialan captura 43 canons prussiens ce jour-là. C'était plus que toute l'artillerie du 3e corps. Les Prussiens abandonnaient tout. Leurs armes, leurs bagages, leur fierté. Ils voulaient juste survivre. Certains soldats prussiens coururent pendant 20 kilomètres sans s'arrêter. Quand ils arrivèrent enfin dans une ville sûre, ils s'effondrèrent d'épuisement. Beaucoup ne pouvaient pas croire ce qui s'était passé. Ils étaient partis le matin dans la plus grande armée de Prusse. Ils revenaient le soir comme des fugitifs. À 2 heures de l'après-midi, la bataille de Horstedt était terminée. Le silence qui suivit était assourdissant. La fumée se dissipait lentement, révélant l'étendue du carnage. Le champ de bataille ressemblait à une boucherie. Des milliers de corps prussiens jonchaient le sol sur des kilomètres. Les blessés gémissaient. Les chevaux blessés hennissaient pitoyablement. Les corbeaux commençaient déjà à tourner au-dessus du champ. Les soldats français, épuisés, s'effondrèrent là où ils se trouvaient. Beaucoup pleuraient. Pas de tristesse, mais de soulagement. Ils avaient survécu à l'impossible. Ils avaient combattu pendant 8 heures contre une armée 3 fois plus nombreuse. Et ils avaient gagné. Les chiffres étaient stupéfiants. Sur les 63 000 Prussiens qui avaient commencé la bataille, près de 20 000 étaient morts, blessés ou capturés. 3 généraux prussiens étaient morts. Le commandant en chef était aveugle et mourant. L'armée était détruite. Du côté français, Davout avait perdu 7 000 hommes. C'était un prix terrible. Mais c'était un ratio de presque 3 contre 1. Dans une bataille défensive contre un ennemi supérieur en nombre, c'était un miracle. Davout fit le tour du champ de bataille à cheval. Il était épuisé. Ses lunettes étaient tachées de poudre. Son uniforme était déchiré, mais il était calme. Il donna des ordres pour soigner les blessés, français et prussiens. Il organisa la collecte des armes et des munitions. Il envoya des messages à Napoléon. Il faisait ce qu'il faisait toujours, son travail. Ses soldats le regardaient
avec un mélange de respect et d'adoration. Ils venaient de réaliser qu'ils avaient participé à quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient écrit une page d'histoire. Le maréchal à lunettes, qui ressemblait à un comptable, venait de réaliser l'un des plus grands exploits militaires de tous les temps. Les hommes commencèrent à se raconter des histoires. Comment ils avaient repoussé telle charge, comment tel officier était mort héroïquement, comment tel bataillon n'avait jamais reculé d'un pas. Les mythes commençaient à se former, mais le mythe le plus grand était celui de Davout lui-même. Le maréchal de fer venait de gagner son surnom. Pendant ce temps, à 20 kilomètres au sud, Napoléon livrait sa propre bataille à Iéna. Il combattait le prince de Hohenlohe avec 38 000 Prussiens. Napoléon avait 86 000 hommes. C'était un ratio de 2 contre 1 en faveur des Français. La bataille d'Iéna fut une victoire impressionnante. Napoléon détruisit le corps de Hohenlohe avec son génie tactique habituel. Les Prussiens perdirent 11 000 hommes, les Français 3 000. C'était une démonstration classique de la supériorité de la Grande Armée. Mais quand les messagers arrivèrent avec les nouvelles d'Auerstedt, Napoléon fut stupéfait. Il ne croyait pas que Davout avait combattu l'armée principale. Il pensait que c'était une exagération. Il envoya des officiers d'état-major vérifier. Quand ils revinrent avec la confirmation, Napoléon resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit quelque chose de révélateur. « Je combattais avec 86 000 hommes contre 38 000. Davout combattait avec 26 000 contre 63 000. Qui a remporté la plus grande victoire? » C'était une question rhétorique. Tout le monde connaissait la réponse. Mais Napoléon était l'empereur. Il ne pouvait pas permettre qu'un maréchal éclipse sa gloire. Les bulletins officiels de la Grande Armée minimisèrent Auerstedt. Ils célébrèrent Iéna. L'histoire, pendant longtemps, suivit cette version. Ce n'est que des décennies plus tard que les historiens militaires reconnurent la vérité. Auerstedt était le vrai miracle du 14 octobre 1806. L'histoire militaire se souvient du 14 octobre 1806 comme la journée d'Iéna-Auerstedt. Mais dans l'armée française, on savait quelle était la vraie bataille. Napoléon avait gagné avec une supériorité écrasante. Davout avait gagné contre toute logique. Dans les années qui suivirent, quand les soldats de la Grande Armée se réunissaient dans les tavernes et se vantaient de leur bataille, ceux qui pouvaient dire « J'étais à Auerstedt avec Davout » étaient écoutés avec un respect religieux. Ils avaient fait partie de l'impossible. La bataille eut des conséquences stratégiques immédiates et catastrophiques pour la Prusse. L'armée prussienne n'existait plus. Les 2 corps principaux avaient été détruits en une seule journée. La route vers Berlin était ouverte. Napoléon ne perdit pas de temps. Il ordonna une poursuite impitoyable. La Grande Armée marcha sur Berlin comme une tempête. Les forteresses prussiennes se rendirent sans combattre. Des généraux qui avaient juré de mourir pour leur roi ouvraient les portes à l'ennemi. Le 27 octobre, 2 semaines après Auerstedt, Napoléon entra dans Berlin en vainqueur. Il installa son quartier général au palais de Potsdam, dans les appartements de Frédéric le Grand. C'était une humiliation délibérée. L'héritier de la Révolution française dormait dans le lit du roi philosophe qui avait incarné le militarisme prussien. La Prusse cessa d'exister en tant que puissance indépendante. Elle devint un État vassal de l'Empire français. Le roi Frédéric Guillaume dut fuir à Königsberg, dans l'extrême est de son royaume. La reine Louise, qui avait tant poussé à la guerre, dut supplier Napoléon pour la clémence. L'empereur français la reçut avec courtoisie, mais ne fit aucune concession. La Prusse avait voulu jouer dans la cour des grands. Elle avait perdu. Elle allait payer. Le traité de Tilsit, signé l'année suivante, enleva à la Prusse la moitié de son territoire. C'était une chute spectaculaire pour une nation qui se croyait invincible. Mais la bataille d'Auerstedt nous enseigne quelque chose de plus profond que la simple victoire militaire. Elle nous montre que la guerre n'est pas seulement une question de nombre. C'est une question de qualité, d'entraînement, de leadership, de morale. Les Prussiens avaient 3 fois plus d'hommes. Ils avaient une tradition militaire glorieuse. Ils avaient l'héritage de Frédéric le Grand, mais ils avaient perdu parce qu'ils vivaient dans le passé. Ils croyaient que les batailles se gagnaient avec des formations parfaites et des défilés impeccables. Ils ne comprenaient pas que la Révolution française avait changé les règles. Davout, lui, comprenait. Il avait créé une armée basée sur l'initiative individuelle. Chaque soldat français savait pourquoi il se battait. Ce n'était pas pour un roi ou pour l'honneur de sa famille noble. Il se battait pour la France.
pour la République, pour l'empereur, qui étaient sortis du rang comme eux. Cette motivation faisait d'eux de meilleurs combattants. Ils ne se battaient pas parce qu'ils le devaient, ils se battaient parce qu'ils le voulaient. L'entraînement de Davout avait également fait la différence. Quand les balles commencent à siffler et que les hommes commencent à tomber, le courage seul ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la capacité à exécuter des manœuvres complexes sous le stress du combat. Les régiments de Davout pouvaient passer de la colonne à la ligne en 2 minutes. Ils pouvaient former des carrés en 30 secondes. Ils pouvaient tirer 4 fois par minute même quand ils étaient épuisés et terrifiés. C'était le produit d'un entraînement répétitif et brutal. Davout les avait préparés pour exactement ce moment. Quand le moment était venu, ils avaient exécuté parfaitement. La discipline prussienne était célèbre, mais la discipline française était plus flexible. Les Prussiens savaient comment suivre les ordres. Les Français savaient comment s'adapter quand les ordres n'arrivaient plus. Dans le chaos d'Auerstedt, cette différence avait été décisive. Le leadership de Davout lui-même était l'élément crucial. Un commandant médiocre aurait paniqué quand il avait réalisé qu'il faisait face à toute l'armée prussienne. Il aurait battu en retraite. Il aurait cherché des excuses. Davout n'avait rien fait de tout ça. Il avait évalué la situation, pris une décision, et l'avait exécutée avec une détermination de fer. Il n'avait pas inspiré ses troupes avec des discours enflammés. Il n'avait pas agité son épée en criant « pour la France ». Il avait simplement fait son travail avec une compétence froide. Et ses hommes lui avaient fait confiance parce qu'ils savaient que quand Davout donnait un ordre, c'était le bon ordre. Dans la guerre, cette confiance est plus précieuse que l'or. Davout était également présent sur le terrain. Il ne commandait pas depuis un château à 10 kilomètres en arrière. Il était sur le champ de bataille, visible, calme, inébranlable. Quand les soldats le voyaient sur son cheval, avec ses lunettes tachées de poudre et son uniforme déchiré mais sa posture toujours droite, ils savaient que tant qu'il était là, il pouvait tenir. L'importance d'Auerstedt, dans l'histoire militaire, ne peut être sous-estimée. C'est l'une des plus grandes victoires défensives jamais enregistrées. Elle appartient à la même catégorie que Thermopylae, où 300 Spartiates tinrent contre des milliers de Perses. Mais à Thermopylae, les Spartiates perdirent. À Auerstedt, les Français gagnèrent. Cette bataille est étudiée dans toutes les académies militaires du monde. Elle enseigne le principe de la défense active. Comment utiliser le terrain? Comment économiser ses forces? Comment reconnaître le moment de passer de la défense à l'attaque? Les généraux prussiens eux-mêmes, après leur humiliation, étudièrent la bataille. Elle fut l'une des inspirations pour les réformes militaires prussiennes menées par Scharnhorst et Gneisenau. Ces réformes transformèrent l'armée prussienne en une force moderne qui, 50 ans plus tard, écraserait la France à ses dents. L'ironie est amère mais instructive. Les Prussiens apprirent les leçons d'Auerstedt mieux que les Français. Pour Davout personnellement, Auerstedt fut à la fois son plus grand triomphe et sa plus grande frustration. Il s'attendait à être célébré comme le héros de la campagne. Après tout, il avait réalisé l'impossible pendant que Napoléon gagnait une bataille relativement facile. Mais Napoléon n'aimait pas partager la gloire. Les bulletins officiels de la Grande Armée mentionnèrent à peine Auerstedt. Toute l'attention fut concentrée sur Iéna. Le public français croyait que Napoléon avait détruit l'armée prussienne à lui seul. Davout reçut une promotion et des honneurs, mais jamais la reconnaissance publique qu'il méritait. Cela créa une amertume qui dura jusqu'à la fin de sa vie. Dans ses mémoires, Davout écrivit avec une rage contenue sur l'injustice de l'histoire. Il avait sauvé l'armée de Napoléon d'une catastrophe potentielle. Il avait détruit une armée 3 fois supérieure. Et l'histoire se souvenait de Napoléon à Iéna. C'était la réalité d'être un maréchal sous l'empereur. Même vos plus grands triomphes étaient éclipsés par son ombre. Mais les soldats, eux, savaient la vérité. Dans la Grande Armée, Auerstedt devint un mot magique. C'était la preuve que l'armée française pouvait l'emporter contre n'importe quelle chance. Les vétérans d'Auerstedt portaient leur expérience comme un badge d'honneur. Ils l'utilisaient pour dominer les conversations dans les bivouacs. « Tu étais où, toi? À Austerlitz avec 100 000 hommes? Moi, j'étais à Auerstedt avec 26 000 contre 63 000. Maintenant, tais-toi et laisse parler les vrais soldats. » C'était une hiérarchie informelle, mais puissante. Auerstedt était au sommet. Le nom de Davout devint synonyme de compétence implacable. Napoléon lui-même, malgré sa jalousie, savait qu'il pouvait compter sur Davout pour les missions impossibles. Quand il y avait un secteur critique à tenir, c'était Davout qui l'envoyait. Quand il y avait une position désespérée à défendre, c'était Davout qui recevait l'ordre.
Le maréchal de fer devint l'homme que l'empereur appelait quand il avait besoin d'un miracle. Les années qui suivirent Auerstedt virent Davout accumuler les succès. Il commanda l'aile droite de la Grande Armée pendant la campagne de Pologne. Il assiégea et prit Hambourg. Il administra les territoires conquis avec une efficacité bureaucratique qui impressionnait même ses ennemis. Quand Napoléon partit pour l'Espagne, il laissa Davout commander le corps d'observation du Rhin. C'était essentiellement le commandement de toute la frontière et de l'Empire. En 1809, pendant la campagne d'Autriche, Davout joua à nouveau un rôle crucial. À la bataille d'Eckmühl, il sauva une situation désespérée en manœuvrant son corps d'armée sur le flanc autrichien. À Wagram, il commanda l'aile gauche française et brisa le centre autrichien. Napoléon le nomma Prince d'Eckmühl. C'était un titre de noblesse impériale. Mais Davout aurait préféré la reconnaissance publique de son exploit à Auerstedt. Elle ne vint jamais. La campagne de Russie en 1812 vit Davout commander le premier corps, la plus grande unité de la Grande Armée. Il se comporta brillamment pendant l'invasion, gagnant bataille après bataille. Mais même Davout ne pouvait pas vaincre l'hiver russe. Pendant la retraite catastrophique de Moscou, son corps fut décimé comme tous les autres. Davout lui-même faillit mourir de froid et de faim. Il survécut, mais son corps ne fut jamais le même. En 1813, pendant la campagne d'Allemagne, Davout commanda le 13e corps à Hambourg. Quand la coalition se reforma contre Napoléon, Hambourg fut assiégée. Davout défendit la ville pendant plus d'1 an. Même après l'abdication de Napoléon en 1814, il refusa de se rendre jusqu'à ce qu'il reçoive un ordre direct du nouveau gouvernement français. Sa loyauté envers l'empereur était absolue. Quand Napoléon revint pendant les 100 jours, Davout était l'un des rares maréchaux qui le rejoignit sans hésitation. Mais Napoléon, bizarrement, ne lui donna pas de commandement sur le terrain. Il le nomma ministre de la guerre à Paris. Davout voulait commander l'aile droite à Waterloo. À sa place, ce fut Grouchy qui reçut le commandement. On peut se demander si Waterloo aurait eu un résultat différent avec Davout sur le terrain. Nous ne le saurons jamais. Après Waterloo, Davout organisa la défense de Paris. Avec les restes de l'armée, il aurait pu prolonger la guerre. Mais Napoléon avait abdiqué. Continuer à se battre aurait signifié une guerre civile. Davout négocia la capitulation de Paris avec les Alliés. Il obtint des conditions honorables pour l'armée, puis il se retira de la vie publique. Sous la Restauration, le nouveau roi Louis XVIII se méfiait de Davout. C'était compréhensible. Davout avait été trop proche de Napoléon. Il avait été trop efficace. Il représentait un danger potentiel. Davout fut mis à la retraite forcée. Il vécut tranquillement dans son château, écrivant ses mémoires et cultivant son amertume. Il mourut en 1823, à 53 ans, usé par des décennies de campagne. Il n'avait jamais reçu la reconnaissance publique qu'il méritait. Mais l'histoire, lentement, a corrigé cette injustice. Aujourd'hui, les historiens militaires considèrent Davout comme l'un des plus grands généraux de l'ère napoléonienne. Certains argumentent qu'il était supérieur à tous les autres maréchaux de Napoléon. Il n'avait jamais perdu une bataille. Jamais. Pas une seule défaite dans toute sa carrière. C'est un record que même Napoléon ne pouvait pas revendiquer. Quand vous visitez le champ de bataille d'Auerstedt aujourd'hui, c'est un endroit tranquille. Des champs de blé ondulent là où des milliers d'hommes se sont battus et sont morts. Le village de Hassenhausen existe toujours, avec ses maisons à colombages et son église au clocher pointu. Il y a un petit monument commémoratif. Les touristes le visitent rarement. La plupart des gens qui viennent dans cette région vont à Jena, où il y a un grand monument napoléonien. Auerstedt reste dans l'ombre, même 200 ans plus tard. Mais si vous fermez les yeux et que vous écoutez le vent souffler à travers les champs, vous pouvez presque entendre les échos de cette journée. Le grondement des canons, le craquement des mousquets, les cris des soldats, le martèlement des sabots. Et par-dessus tout, la voix calme de Davout donnant ses ordres avec cette précision mécanique qui avait sauvé la France. La bataille d'Auerstedt nous enseigne des leçons qui restent pertinentes aujourd'hui. Elle nous montre que la technologie et les nombres ne sont pas tout. L'armée prussienne avait de meilleurs mousquets que les Français. Elle avait 3 fois plus d'hommes. Elle avait une réputation intimidante. Elle perdit quand même. Pourquoi? Parce que la guerre est finalement une affaire humaine. C'est une question de leadership, de morale, d'entraînement, de volonté. Les Prussiens étaient des robots magnifiquement entraînés. Les Français étaient des hommes qui pensaient par eux-mêmes.
Quand les formations rigides prussiennes se heurtèrent à la flexibilité française, la rigidité se brisa. Cette leçon fut oubliée et réapprise dans chaque guerre depuis. En 1870, l'armée prussienne réformée écrasa les Français, qui étaient devenus rigides à leur tour. En 1914, les Français avaient oublié les leçons de Napoléon et attaquèrent en colonne serrée contre les mitrailleuses allemandes. Des centaines de milliers moururent. L'histoire militaire est un cycle éternel d'innovation et d'obsolescence. Les armées qui apprennent et s'adaptent survivent. Celles qui s'accrochent au passé meurent. Auerstedt nous montre également quelque chose de plus personnel. Elle nous montre que l'héroïsme n'a pas besoin d'être flamboyant pour être réel. Davout n'était pas un héros de roman. Il ne faisait pas de discours inspirants. Il ne chargeait pas à la tête de ses hommes en agitant un drapeau. Il faisait son travail avec une compétence professionnelle. Et c'était suffisant. En fait, c'était plus qu'assez. C'était exactement ce dont la France avait besoin ce jour-là. Un homme qui ne céderait pas à la panique. Un homme qui ferait les calculs froids de ce qui était possible et ce qui était nécessaire. Un homme qui mettrait son ego de côté et ferait simplement ce qui devait être fait. Dans notre culture moderne, obsédée par le charisme et la personnalité, nous oublions parfois que la compétence silencieuse a sa propre forme de grandeur. Davout incarnait cette grandeur. Il était l'anti-héros qui sauva la journée non pas avec un coup d'éclat, mais avec la précision d'un horloger. C'est peu être pour ça que l'histoire l'a négligé. Il n'était pas assez romantique. Il n'était pas assez photogénique pour les peintres et les poètes. Mais il était exactement ce qu'une armée en guerre avait besoin. Si nous devions résumer la bataille d'Auerstadt en une seule image, ce serait celle-ci. Un homme de taille moyenne, avec des lunettes, debout calmement sur une petite colline, regardant une armée 3 fois supérieure avancer vers lui. Il ne tremble pas. Il ne prie pas. Il ne cherche pas une échappatoire. Il regarde ses cartes. Il calcule les distances. Il évalue les forces de ses divisions. Puis il donne ses ordres d'une voix calme et claire. Et 26 000 hommes, qui lui font confiance, exécutent ses ordres avec une précision mortelle. C'est ça, Auerstedt. Ce n'est pas une histoire de miracle divin ou de chance incroyable. C'est une histoire de préparation rencontrant l'opportunité. C'est une histoire de professionnalisme vainquant l'amateurisme. C'est une histoire de l'esprit triomphant de la matière. Les Prussiens avaient les nombres. Davout avait le cerveau. À la fin de la journée, le cerveau gagna. Il gagne toujours. Les 26 000 Français qui combattirent à Auerstedt ce jour d'octobre ne savaient pas qu'ils écrivaient l'histoire. Ils savaient seulement qu'ils devaient tenir leur position ou mourir. Ils tinrent. Non pas parce qu'ils étaient surhumains, mais parce qu'ils étaient superbement entraînés, brillamment commandés et absolument déterminés. Ils représentaient le meilleur de ce que la France révolutionnaire et napoléonienne pouvait produire. Des citoyens soldats qui se battaient non pas pour l'honneur d'un noble, mais pour la gloire de la nation. Des hommes qui comprenaient que leur survie dépendait de leurs compétences, pas de leur lignée. Des guerriers qui avaient appris que la guerre moderne récompensait l'intelligence et l'initiative, pas juste le courage aveugle. Quand le soleil se coucha sur Auerstadt, le 14 octobre 1806, ces hommes s'effondrèrent dans la boue et le sang, épuisés mais victorieux. Ils avaient accompli l'impossible. Ils avaient détruit une armée légendaire. Ils avaient prouvé que la France napoléonienne était vraiment invincible quand elle était commandée avec compétence. Et ils avaient donné à leur maréchal à lunettes la plus grande victoire de sa carrière. Auerstedt reste un monument à ce qui est possible quand le leadership, l'entraînement et le courage se rencontrent sur le champ de bataille. C'est la preuve que dans la guerre, comme dans la vie, ce n'est pas la taille de l'armée qui compte, c'est la taille de la volonté de combattre.